Le 21 janvier 1968, l'air dense et humide du Vietnam pesait sur les Marines américains retranchés à Khe Sanh, une base isolée dans le nord-ouest du Sud-Vietnam. À chaque respiration, l'odeur de terre mouillée, de poudre et de peur. Le rugissement lointain de l'artillerie nord-vietnamienne était la bande-son constante d'un siège qui allait devenir l'un des plus brutaux de l'histoire américaine. Imaginez-vous là sous le feu incessant du Viet Cong, avec un moral en berne et le sentiment étouffant que la mort rôdait à chaque ombre, à chaque feuille de la jungle dense. C'était un enfer vert où l'ennemi était invisible et mortel. Leurs tireurs d'élite étaient des fantômes avec des fusils. Leurs officiers, des cibles qui disparaissaient avant même qu'une contre-attaque ne puisse être planifiée. Le commandement du Viet Cong, rusé et implacable, orchestra des attaques coordonnées qui démantelèrent les défenses américaines pièce par pièce, toujours avec une longueur d'avance. Le problème était criant. Comment combattre un ennemi qui refusait d'être vu, dont les chefs opéraient dans l'ombre, portant des coups précis et démoralisants? Les solutions conventionnelles échouaient lamentablement. Les lunettes de visée standard étaient insuffisantes dans le feuillage dense et sous la brume constante, et les tactiques de reconnaissance étaient facilement déjouées. Chaque jour, plus d'hommes tombaient, et le désespoir s'aggravait. Au milieu de ce chaos, il y avait un homme qui semblait aussi déplacé que son idée, le sergent Elias Vance. Un marine noir né et élevé dans les marais et les bayous de Louisiane, Vance n'avait ni les qualifications d'un ingénieur, ni les tactiques d'un stratège militaire d'académie. C'était un tireur d'élite accompli, doté d'une patience légendaire et d'une intuition aiguisée pour le terrain. Mais plus que cela, Vance avait un esprit qui voyait des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes insolubles. Observant la façon dont les tireurs du Viet Cong opéraient, la manière dont leurs officiers communiquaient avec des signaux presque imperceptibles, il arriva à une conclusion qui semblait insensée. La technologie avancée n'était pas la réponse. La réponse résidait dans la simplicité, dans ce que l'ennemi sous-estimait. Son idée était, pour le moins, scandaleuse. Une lunette de tireur d'élite faite en bambou. Oui, du bambou. Un morceau creux d'une plante, avec des lentilles rudimentaires insérées. Ses collègues, et plus important encore ses commandants, la rejetèrent sans appel. « Vance, vous êtes fou. Ce n'est pas un camp de scouts. Vous voulez qu'on se batte avec des jouets ?» Les rires et le scepticisme étaient assourdissants, mais Vance, avec son calme inébranlable, savait qu'il tenait quelque chose. Il avait vu ce que personne d'autre ne voyait, le potentiel de l'invisibilité et de l'adaptation. L'idée qui ressemblait à une aberration, un affront à la technologie militaire moderne, était sur le point de changer le cours du siège de Khe Sanh d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde et est devenu une légende chuchotée parmi les Marines, une histoire de la façon dont l'ingéniosité d'un seul homme, avec les matériaux les plus humbles, a déstabilisé une force ennemie redoutable. Restez jusqu'à la fin car ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Sarikomakwa Sodashi, Dakomita, Khe Sanh était un symbole de la résistance américaine, un poste avancé vital près de la zone démilitarisée, mais aussi un piège mortel. Le Viet Cong et l'armée populaire du Vietnam avaient encerclé la base avec des dizaines de milliers de soldats, de l'artillerie lourde et un réseau de tunnels et de tranchées qui faisait de tout mouvement américain un risque calculé de mort. La brume matinale, les pluies incessantes et la végétation dense offraient une couverture parfaite aux tireurs d'élite ennemis, qui semblaient surgir de nulle part et disparaître sans laisser de traces. Le principal problème était la capacité du Viet Cong à coordonner ses attaques et à déplacer ses officiers en toute impunité. Ils utilisèrent le terrain à leur avantage, exploitant chaque pli et chaque ombre, et leurs communications étaient si subtiles qu'elles étaient presque impossibles à intercepter ou à suivre visuellement avec l'équipement optique standard. Les lunettes de visée militaire, bien que puissantes, étaient lourdes, encombrantes, et ironiquement, pouvaient refléter la lumière du soleil, dénonçant la position d'un tireur américain. De plus, la mise au point et la profondeur de champ n'étaient pas idéales pour l'environnement de la jungle en constante mutation. Cette limitation technologique, combinée à la ruse de l'ennemi, coûtait des vies précieuses. Les patrouilles étaient massacrées, les postes d'observation étaient des cibles faciles, et le moral s'enfonçait chaque jour de siège. C'était une guerre de nerfs,
où l'ennemi avait l'avantage de l'invisibilité et de la surprise, et les Alliés étaient pris dans une toile de feu et d'incertitude. Le sergent Elias Vance, un marine noir de 28 ans, n'était pas le genre d'homme qui entrait dans le moule militaire. Né dans une petite communauté rurale près de Bâton Rouge, en Louisiane, il a passé son enfance à chasser et à pêcher dans les marais, développant une acuité visuelle et une patience que peu possédaient. Il pouvait rester immobile pendant des heures, observant la faune, apprenant les schémas de mouvement, les sons subtils de la forêt. Son éducation formelle était minimale, mais son éducation dans la nature était incomparable. Avant de s'enrôler, il travaillait comme batelier et guide de chasse, où il a appris à lire le terrain, à prédire le mouvement de ses proies et à utiliser l'environnement à son avantage. Lorsque la guerre du Vietnam l'a appelé, Vance a apporté avec lui non seulement ses compétences de tireur d'élite, mais aussi un esprit pragmatique, dénué de préjugés technologiques. Il voyait le champ de bataille comme un marais géant, et le Viet Cong comme une sorte de proie rusée. C'est à Khe Sanh que son expérience de vie est entrée en collision avec la brutalité de la guerre. Il a vu le désespoir dans les yeux de ses compagnons, l'impuissance face aux tireurs ennemis qui les éliminaient un par un. Il a remarqué que les tireurs du Viet Cong utilisaient des lunettes rudimentaires, mais étaient incroyablement efficaces parce qu'ils se fondaient parfaitement dans l'environnement. Il a également observé que les officiers du Viet Cong étaient particulièrement difficiles à identifier et à cibler, se déplaçant avec une furtivité presque surnaturelle, communiquant par des signaux qui étaient presque imperceptibles à l'œil nu ou à travers les lunettes conventionnelles. Vance a commencé à expérimenter. D'abord avec des jumelles improvisées, puis avec des lentilles retirées d'équipements endommagés. Il savait qu'il lui fallait quelque chose qui offre un champ de vision plus large et un profil plus bas, quelque chose qui ne réfléchisse pas la lumière et qui soit facile à camoufler. Il lui fallait quelque chose qui lui permette de devenir un fantôme aussi efficace que ses ennemis. Lorsqu'il a présenté son idée de lunettes en bambou, la réaction fut immédiate et dédaigneuse. « Vous êtes en guerre, Vance, pas dans un cours d'artisanat », a crié un lieutenant. Un autre l'a surnommé « le mécanicien fou du bayou », un surnom qu'il porterait avec un sourire silencieux. Mais la persistance de Vance était aussi profonde que ses racines dans le marais. Il savait que la solution ne résidait pas dans plus de métal et de verre complexes, mais dans la simplicité trompeuse d'un matériau naturel, léger et abondant. Il avait identifié le problème, et maintenant, contre toutes les objections, il était déterminé à forger sa propre réponse. À Stat, le sergent Vance ne se souciait ni des rires ni des regards condescendants. La jungle était pour lui une extension de sa propre maison dans les marais, un endroit où l'ingéniosité et l'observation étaient les monnaies les plus précieuses. Il savait que le problème avec les lunettes conventionnelles n'était pas le manque de puissance, mais le manque de discrétion et d'adaptabilité. La lumière réfléchie par les lentilles en verre, le volume qui empêchait un camouflage parfait, la rigidité de l'équipement dans un environnement qui exigeait de la fluidité. La lunette en bambou n'était pas une excentricité, c'était une synthèse de sa vie, de sa compréhension de la nature. Il commença à travailler en secret pendant les quelques heures de repos que le siège permettait. Son laboratoire était un coin sombre d'une tranchée, éclairé seulement par la faible lumière d'une lampe de poche couverte. Les matériaux, une collection improvisée de déchets que la plupart ignoreraient. Le bambou, abondant autour de la base, fut son premier choix. Il lui fallait un morceau droit résistant et d'un diamètre approprié pour insérer les lentilles. Les lentilles, les lentilles. Il les obtint de jumelles cassées, d'appareils photo endommagés et même d'un télescope jouet trouvé parmi les affaires d'un soldat qui ne reviendrait plus. Avec une patience méticuleuse, il les ponça et les polit avec du sable fin et un morceau de tissu, jusqu'à ce que la distorsion soit minimisée et la clarté maximisée. Le processus de construction fut une preuve de sa ténacité. Avec un couteau de combat et un morceau de fil de fer chauffé, Vance façonnait le bambou, raclant l'intérieur pour créer le diamètre exact pour chaque lentille. Le scellement, crucial pour protéger les lentilles de l'humidité et de la poussière de la jungle, fut réalisé avec de la résine d'arbres locaux et des morceaux de caoutchouc de vieux pneus appliqués avec un soin chirurgical. Il créa un système télescopique rudimentaire, où un tube de bambou plus petit glissait à l'intérieur d'un plus grand, permettant une mise au point manuelle. Le camouflage faisait partie intégrante du design. Il peignit l'extérieur avec de la boue et des cendres,
le fondant parfaitement dans l'environnement. En quelques nuits de travail acharné, avec le bruit lointain des mortiers comme bande-son, il eut son premier prototype. Les tests initiaux, cependant, furent désastreux. La première lunette se fissura sous la pression, les lentilles s'embuèrent avec l'humidité, et la mise au point était imprécise. « Je vous l'ai dit, Vance, c'est de la folie !» tonna le capitaine Miller, voyant Vance tenter d'ajuster sa création. « Vous perdez du temps que nous pourrions utiliser pour quelque chose d'utile, ce n'est pas un jeu d'enfant. » Le capitaine, un homme pragmatique et épuisé par la guerre, voyait l'innovation de Vance comme une distraction dangereuse. Le scepticisme était la règle, pas l'exception. Les Marines qui riaient auparavant regardaient maintenant avec pitié, croyant que le stress du siège avait finalement brisé le sergent Vance. Mais Vance n'abandonnait pas. Chaque échec était une leçon. Il remarqua que le bambou devait être plus sec, plus résistant. Il apprit que la résine, si elle était chauffée correctement, créait un scellement presque parfait. Il se consacra à raffiner le mécanisme de mise au point, utilisant de petits anneaux de cuir pour un glissement plus doux et précis. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'échouer à nouveau, non seulement pour sa réputation, mais pour les vies qui étaient perdues. La pression du temps était écrasante. Chaque jour de siège signifiait plus de pertes, plus de morale détruit. La guerre n'attendait pas la perfection. Il travailla en silence, testant sa lunette sur des cibles improvisées dans l'obscurité de la nuit, ajustant, polissant, perfectionnant. Sa détermination était un feu silencieux, alimenté par le souvenir des camarades tombés et par la conviction inébranlable qu'il y avait un moyen. Il persista, ignorant les regards de désapprobation et les commentaires mordants. À chaque prototype, la lunette en bambou devenait plus robuste, plus efficace. Le champ de vision, bien que non aussi large que celui d'une lunette moderne, était incroyablement net, et l'absence de reflets la rendait presque indétectable. Vance était en train de forger une arme que personne n'attendait, une arme née de la nécessité et de la vision d'un homme qui refusait d'accepter l'impossible. La prochaine phase ne serait pas un test au champ de tir, mais dans la chaleur brutale de la bataille, où le destin de beaucoup dépendrait de cette idée que tous appelaient folie. La nuit du 28 janvier 1968 apporta avec elle une pluie torrentielle, transformant les tranchées de Khe en rivière de boue et de désespoir. Sous le manteau sombre et la cortine d'eau, les Marines savaient qu'une attaque était imminente. Les sons de la jungle, étouffés par la pluie, étaient traîtres. Chaque craquement, chaque bruissement de feuilles pouvait être le prélude de la mort. La radio crachait des rapports fragmentés de mouvements ennemis. Le Viet Cong, comme toujours, utilisait le temps à son avantage, recherchant l'invisibilité totale pour une attaque coordonnée. À son poste d'observation avancé, un nid de hibou improvisé entre les racines et le feuillage dense, le sergent Vance se positionnait. Il n'emportait pas la lunette standard, lourde et brillante. Dans ses mains se trouvait la lunette en bambou, son prototype final, camouflé et presque invisible contre le vert et le marron de la jungle. À ses côtés, le caporal Jenkins, une jeune recrue effrayée, regardait Vance avec un mélange de curiosité et de peur. « Sergent, qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il, pointant la lunette. Vance se contenta de sourire, un sourire sombre qui n'atteignait pas ses yeux. « Notre meilleure chance, mon gars. » À peine les mots sortirent-ils de sa bouche que la jungle explosa. Des rafales d'AK-47 déchiraient l'air, suivies du claquement sec des mortiers. L'attaque avait commencé. Les défenses américaines répondirent par une cacophonie de tirs, mais c'était un tir à l'aveugle. L'ennemi était partout, mais nulle part, se déplaçant comme des ombres, ces tireurs d'élite choisissant des cibles avec une précision mortelle. En quelques minutes, la ligne de front était en lambeaux, et l'ordre de se replier sur des positions secondaires était déjà envisagé. Le capitaine Miller, par radio, criait des ordres désespérés, sa voix chargée de frustration. « Je ne peux pas voir ces salauds. Ils sont en train de nous déborder. » Vance, en revanche, était dans son élément. Avec la lunette en bambou pressée contre son œil, il balayait le périmètre. L'absence de reflet de la lentille, la couleur opaque du bambou, la légèreté de l'instrument, tout travaillait en sa faveur. Il ne cherchait pas des silhouettes en mouvement, mais des motifs, des anomalies subtiles dans le paysage que seul un œil entraîné et un outil adapté pouvaient discerner. Et là, il vit, à travers le feuillage dense, à près de 300 mètres, un mouvement presque imperceptible,
Ce n'était pas un simple fusilier, mais un officier du Viet Cong, utilisant des signaux manuels rapides pour coordonner un peloton qui se préparait à une manœuvre de débordement. L'officier portait un chapeau distinctif et tenait une carte roulée, des signes clairs de son importance. Avec un calme glacial, Vance ajusta la lunette, la mise au point manuelle en bambou glissant doucement. L'image était étonnamment claire, sans l'éclat ou la distorsion des lunettes conventionnelles sous la pluie. Il visa, retint sa respiration et tira. Le bruit du fusil fut étouffé par la bataille, mais l'officier tomba. Le peloton du Viet Cong, privé de la coordination de son chef, hésita. Mais le combat était loin d'être terminé. En quelques secondes, Vance balaya la zone à nouveau. 2 autres officiers, dont l'un portait une radio de communication, furent identifiés et abattus l'un après l'autre presque en rythme. La lunette en bambou lui permettait de voir ce qui était invisible pour les autres, les petits détails qui dénonçaient la hiérarchie et le commandement ennemi. L'impact fut presque instantané. L'attaque coordonnée du Viet Cong commença à s'effondrer. Le peloton qui débordait la position américaine fut désorienté, ses mouvements désordonnés. Les tirs ennemis diminuèrent drastiquement en intensité et en précision. Les Marines américains, qui reculèrent de panique quelques instants auparavant, perçurent le changement. « Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ?» cria un sergent. « Ils reculent, leurs tirs sont désorganisés. » Le capitaine Miller, perplexe, vit l'opportunité et cria des ordres pour une contre-attaque. La ligne de front, qui semblait perdue, fut stabilisée. Vance, en silence, continua à balayer la jungle, éliminant un autre tireur ennemi qui tentait de se regrouper. Cette nuit-là, la lunette en bambou sauva la position. Lorsque la bataille s'apaisa avec l'arrivée de l'aube, le capitaine Miller, la voix rauque et les yeux écarquillés, rampa jusqu'à la position de Vance. « Vance, qu'est-ce que vous avez fait là ?» demanda-t-il, à bout de souffle. Vance, essuyant la boue de sa lunette, répondit simplement. « Je les ai vus, capitaine, je les ai vus. » Miller examina la lunette en bambou avec un regard qui avait basculé du dédain à une admiration incrédule. Cette chose en bambou a fonctionné. La reconnaissance initiale fut un murmure, mais le silence respectueux qui suivit valait plus que n'importe quelle médaille. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le sergent Vance, le mécanicien fou du bayou, avait renversé la situation. Cette nuit-là, au moins 20 officiers et tireurs du Viet Cong furent neutralisés directement par la lunette en bambou de Vance, démantelant la colonne vertébrale d'une attaque qui aurait été catastrophique. Le nombre de vies sauvées était incalculable, mais le moral des troupes, auparavant en ruine, commença à se redresser. L'idée folle de Vance s'était avérée, dans la chaleur de la bataille, la plus géniale des innovations. L'aube qui suivit cette nuit d'enfer à Khe Sanh n'apporta pas seulement le cessez-le-feu temporaire, mais aussi un silence chargé de stupeur et un nouvel espoir. Les Marines, épuisés et boueux, regardèrent le sergent Vance non plus avec pitié ou moquerie, mais avec une révérence muette. Le caporal Jenkins, qui avait tout vu, ne pouvait s'empêcher de raconter l'histoire, ses yeux écarquillés par l'incrédulité et l'admiration. La lunette en bambou, autrefois un sujet de raillerie, devint un objet de légende, un murmure qui courait dans les tranchées humides et les bunkers fortifiés. Le capitaine Miller, un homme qui montrait rarement des émotions au-delà de la dureté exigée par la guerre, convoqua Vance dans sa tente le matin suivant. L'odeur de café fort et de sueur emplissait l'air étouffant. Miller ne cria pas, ne questionna pas. Il regarda juste Vance avec une intensité que le sergent n'avait jamais vue. « Vance, commença-t-il, sa voix rauque, vos rapports, vos abattages, sont impossibles avec l'équipement que nous avons. Expliquez. » Vance, avec son calme habituel, posa la lunette en bambou sur la table improvisée, un objet simple et rustique qui semblait totalement déplacé au milieu des cartes militaires et des radios de communication. Il expliqua sa logique, la nécessité de la discrétion, l'adaptabilité à l'environnement, l'absence de reflets. Il expliqua comment la clarté et le champ de vision optimisé pour la jungle lui permettaient de discerner des détails que les lunettes standards ne captaient tout simplement pas. Miller prit la lunette, hésitant, et la porta à son œil. Il balaya le paysage extérieur, notant la clarté surprenante et la légèreté. Au début, le scepticisme planait encore, mais les faits de la nuit précédente étaient irréfutables. L'attaque coordonnée du Viet Cong avait été démantelée d'une manière qui défiait toute explication conventionnelle. 20 officiers et tireurs ennemis éliminés en une seule nuit, au plus fort d'une attaque,
signifiait une désarticulation critique de la chaîne de commandement ennemie. Ce n'était pas un coup de chance, c'était le résultat d'un avantage tactique décisif. La nouvelle, cependant, ne fut pas bien accueillie dans toutes les sphères. Les rapports préliminaires sur le succès d'une lunette improvisée en bambou furent accueillis avec méfiance et même dédain par les officiers de plus haut rang à l'arrière. Vous voulez dire qu'un sergent sur le terrain, avec un morceau de bambou et des lentilles de récupération, a fait ce que nos millions de dollars de technologie n'ont pas pu faire, aurait dit un général à Saigon, avec un ton moqueur. L'idée qu'une solution aussi rudimentaire puisse être efficace était un affront à la doctrine militaire et à l'industrie de la défense. Beaucoup y voyaient une excuse bidon d'un commandant de terrain désespéré. Mais la réalité au front était indéniable. Dans les jours et les semaines qui suivirent, le secteur défendu par Vance et son unité connut une baisse notable des pertes dues aux tireurs ennemis et une diminution de l'efficacité des attaques coordonnées du Viet Cong. Le moral de la troupe, qui était auparavant en lambeaux, commença à se redresser. Vance, maintenant avec l'autorisation, quoique réticente, du capitaine Miller, commença à construire d'autres lunettes. Il enseigna à certains de ses compagnons tireurs d'élite à fabriquer et à utiliser les leurs. Le mécanicien fou du bayou était devenu le fantôme de Khe Sanh. La lunette en bambou, qui était autrefois une honte, était maintenant une arme secrète, un symbole de résistance et d'ingéniosité. Chaque jour, plus d'officiers du Viet Cong étaient neutralisés. Plus d'attaques étaient désorganisées avant même de prendre toute leur ampleur. L'ennemi commença à sentir le changement. Leurs tireurs, autrefois confiants dans leur invisibilité, étaient maintenant traqués. Leurs officiers, qui se déplaçaient en toute impunité, devenaient maintenant des cibles. La déstabilisation du commandement du Viet Cong était palpable, et leurs attaques perdaient la coordination et l'efficacité qui les rendaient si mortelles. Des estimations prudentes suggéraient qu'en moins d'un mois, la lunette en bambou de Vance avait contribué à sauver des centaines de vies américaines, non seulement par les abattages directs, mais par la démoralisation et la désorganisation qu'elle imposait à l'ennemi. La preuve était dans les statistiques. Tandis que d'autres unités à Khe Sanh continuaient à subir de lourdes pertes, le nombre de morts et de blessés dans le secteur de Vance diminuait de manière constante. La lunette en bambou n'était plus une anomalie, mais un outil vital, une innovation qui, entre de bonnes mains, était en train de renverser le cours d'une guerre de tireurs d'élite et de tactiques de guérilla. La résistance initiale du haut commandement commença à céder face aux résultats irréfutables. Il ne pouvait plus ignorer le fait qu'une solution simple, née de la nécessité et du génie d'un sergent, faisait une différence monumentale. L'histoire d'Elias Vance et de sa lunette en bambou était en train de devenir une légende vivante, un témoignage du pouvoir de l'innovation au milieu du chaos de la guerre. Et le siège, qui semblait auparavant une bataille perdue, commençait à avoir un point de bascule inattendu. La légende d'Elias Vance et de sa lunette en bambou ne pouvait être contenue par les murs d'une tente de commandement ou par les rapports bureaucratiques qui tentaient de minimiser l'anomalie. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre, portée par les murmures des Marines qui avaient survécu à la nuit du 28 janvier, puis par ceux qui virent leur propre patrouille revenir intacte, leur ligne de défense maintenue. De bouche à oreille, de tranchée en tranchée, l'exploit de Vance devint un phare d'espoir au milieu de l'obscurité du siège. D'autres tireurs d'élite, désespérés d'avoir un avantage contre l'ennemi invisible, commencèrent à chercher Vance. Ils voulaient apprendre, ils voulaient reproduire. Vance, avec sa patience inébranlable, commença à enseigner. Il n'y avait pas de manuel officiel, pas de cours formels. C'était une transmission de savoir de la jungle, d'homme à homme, sous l'œil vigilant de la guerre. Il montrait comment choisir le bon bambou, le plus sec, le plus résistant. Il enseignait à poncer les lentilles avec soin, à sceller les jonctions avec de la résine et du caoutchouc. Le mécanicien fou du bayou s'était transformé en mentor, et sa lunette en bambou en un symbole de résistance et d'ingéniosité. Il ne fallut pas longtemps pour que des lunettes similaires, chacune avec ses propres imperfections et adaptations, commencent à apparaître dans d'autres positions de Khe Sanh. L'impact fut immédiat et transformateur. Le Viet Cong, habitué à opérer en toute impunité, commença à remarquer le changement. Leurs officiers, autrefois intouchables dans leurs manœuvres de débordement et de coordination d'attaque, étaient maintenant des cibles. Leurs tireurs d'élite, qui se fiaient à la réflexion des lunettes américaines pour identifier leurs victimes,
affrontait maintenant un ennemi qui semblait surgir de nulle part, sans éclat, sans trace. La déstabilisation du commandement du Viet Cong était palpable. Leurs attaques perdaient la coordination, l'efficacité. Le moral auparavant élevé commença à s'éroder à mesure que leur chef était systématiquement neutralisé. Ils furent forcés de changer leur tactique, de communiquer de manière encore plus discrète, d'opérer avec une peur constante que le fantôme de Khe Sanh soit en train d'observer. Pourtant, le haut commandement militaire à Saigon restait sceptique. L'idée qu'un outil improvisé, fait de matériaux rudimentaires, puisse être plus efficace que des millions de dollars en recherche et développement était un coup porté à l'arrogance technologique. Mais les rapports de terrain, auparavant ignorés, commencèrent à s'accumuler avec une fréquence et une cohérence impossibles à ignorer. Le général Westmoreland, commandant des forces américaines au Vietnam, reçut un résumé détaillé des événements inhabituels à Khe Sanh. Les statistiques ne mentaient pas. Le secteur de Vance et maintenant d'autres zones qui adoptèrent sa méthode présentaient une baisse dramatique des pertes dues aux tireurs d'élite et une amélioration de la capacité de réponse aux attaques ennemies. Finalement, un colonel du commandement du renseignement, le colonel Samuel Thorne, un homme d'esprit ouvert et de réputation impeccable, fut envoyé à Khe Sanh pour enquêter personnellement. Il s'attendait à trouver une histoire exagérée, peut-être un coup de chance. Au lieu de cela, il trouva un sergent Vance calme et déterminé, entouré de tireurs d'élite qui juraient par l'efficacité de leurs lunettes en bambou. Thorne passa des jours sur le terrain, observant Vance en action, témoignant de la précision chirurgicale avec laquelle le sergent identifiait et neutralisait des cibles qui étaient invisibles à travers les lunettes conventionnelles. Il vit la lunette en bambou en action, légère, furtive et mortelle. Le rapport du colonel Thorne fut un tournant. Non seulement il confirma l'efficacité de la lunette en bambou, mais il loua également l'ingéniosité et l'adaptabilité de Vance. « Ce n'est pas la technologie qui gagne la guerre », écrivit Thorne dans son rapport confidentiel, mais l'esprit qui la manie. Le sergent Vance a prouvé que l'innovation n'a pas de grade, ni de coût, ni de couleur. La recommandation de Thorne fut claire. Bien que l'on ne puisse pas commander 5000 exemplaires d'un instrument artisanal, le principe derrière l'innovation de Vance devait être étudié et, plus important encore, la méthode d'improvisation et de camouflage devait être disséminée parmi les unités de tireurs d'élite. Il n'y eut pas d'ordre officiel pour la production en masse de lunettes en bambou, mais une directive informelle, basée sur les observations de Thorne et les résultats indéniables, encouragea les Marines à s'adapter et innover avec des ressources locales. L'histoire de Vance, autrefois ridiculisée, devint une inspiration. Des estimations post-opérationnelles suggérèrent qu'au plus fort du siège, la méthodologie de Vance contribua à la neutralisation de plus de 150 officiers et tireurs d'élite du Viet Cong, démantelant la colonne vertébrale d'innombrables attaques et, crucialement, sauvant des centaines, peut-être des milliers, de vies américaines. La lunette en bambou n'a pas seulement renversé la situation à Khe Sanh, mais elle a planté la graine d'une nouvelle façon de penser la guerre de guérilla, celle selon laquelle la simplicité et l'ingéniosité peuvent, souvent, surpasser la complexité de la technologie. Le siège de Khe Sanh, autrefois un symbole de désespoir, est devenu un témoignage de l'esprit indomptable et de la capacité d'innovation qui surgit dans les moments les plus sombres. Après le siège de Khe Sanh et la fin de la guerre, le sergent Elias Vance, le fantôme de Khe Sanh, retourna en Louisiane, dans l'anonymat des marais et des bayous d'où il venait. Il n'y eut pas de grande parade en son honneur, ni de gros titres dans les journaux nationaux concernant son invention en bambou. Son histoire, racontée seulement en murmures parmi les Marines et dans des rapports militaires confidentiels, devint une légende, un mythe d'ingéniosité et de survie. Il reçut des décorations pour sa bravoure et son service, y compris l'étoile d'argent, mais resta humble, préférant la tranquillité de sa terre natale à la gloire éphémère. Vance reprit sa vie de batelier et de guide de chasse, un maître dans la lecture de la nature, maintenant avec la sagesse silencieuse de celui qui avait vu la guerre d'une perspective unique. La lunette en bambou, son instrument de guerre, ne fut pas conservée dans les musées de technologie militaire. Elle se perdit dans la brume de l'histoire, un outil qui remplit son objectif et disparut ensuite, comme tant d'autres improvisations de guerre. Cependant, son héritage est immortel. L'histoire de Vance a prouvé que la persistance vainc le scepticisme, que la simplicité peut surpasser la complexité
et que la véritable innovation réside souvent dans la capacité de voir le monde d'une perspective différente, sans les entraves des conventions. La leçon était claire. Au milieu de la plus sombre adversité, l'esprit humain, sans entrave, peut forger la victoire avec les ressources les plus humbles. La lunette en bambou est un témoignage éternel que les plus grands exploits ne viennent pas de la technologie la plus avancée, mais de l'ingéniosité et de l'esprit indomptable de ceux qui osent défier l'impossible. Cette histoire nous rappelle que, dans n'importe quelle bataille, que ce soit sur le champ de guerre ou dans les défis de la vie quotidienne, la solution la plus efficace peut se trouver dans ce qui est le plus simple, le plus adaptable, le plus humain. Que la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un problème apparemment insoluble, vous vous souveniez du sergent Elias Vance, l'homme qui vit une arme là où d'autres ne voyaient qu'un morceau de bambou. Que feriez-vous avec votre propre